Salut à toi Romain. Salut mec. Et donc là, au prochain épisode, là, c'est avec Romain, on est à Marrakech. Et donc, je profite de faire le tour de toutes les personnes pour Ouais, discuter sujet business. Et donc là, je voulais parler de SaaS ouais, avec toi. ok. Et c'était une discussion qu'on avait eue juste avant la vidéo où on se disait, bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de devs qui pensent que on peut faire des SaaS aujourd'hui en mode passif et juste laisser tourner le truc, en faire en plusieurs en Mhm. parallèle et avec un minimum de temps possible. Et donc, juste pour info avant de commencer, Romain, du coup, c'est quelqu'un que j'avais vu sur ma chaîne au tout début. Je crois que c'est la chaîne enfin, c'est la vidéo qui a le mieux performé de la chaîne. Donc, il avait travaillé pour SendShort. Il avait créé en fait son SaaS Ouais, SendShort qu'ils ont revendu ensuite et qui faisait 20K MRR si je dis pas de bêtises. plus. C'est quand même quelqu'un qui sait comment faire et qui a commencé deux autres SaaS et qui commence à faire des revenus aussi. Donc, je voulais avoir l'avis de quelqu'un qui a déjà trois SaaS quasi et qui sont tous déjà avec un peu de MRR et qu'on discute de ça. Ouais, Donc, si tu veux peut-être ajouter un peu plus de contexte sur qui ouais. tu es. Euh, du coup, moi, c'est Romain. On a créé SendShort en juin de l'année dernière, en 2023. Et on l'a revendu pile un an après, en 2024. Donc, ça a été assez vite, l'air de rien, pour le revendre. Euh, et pour le coup, c'est pas quelque chose qu'on a construit en 1 heure par jour, Hmm. parce que sinon, on n'aurait pas pu l'emmener aussi loin. Et justement, il y a, on verra, je pense que tout ça, ça s'explique un peu, tous ces gens qui veulent créer des SaaS un peu rapidement et tout. Il y a beaucoup de croyances qui sont faites, je pense, grâce au réseau. Mais c'est un peu des fausses croyances, on verra pourquoi. Et sinon, à propos de moi, voilà, là, on est en train de construire un nouveau SaaS avec des stratégies bien plus poussées que ce qu'on a pu faire avant et bien plus réfléchies. Vu qu'on a déjà lancé d'autres SaaS, c'est un peu plus simple de mieux faire dès le départ. Donc on verra, je pourrais expliquer même Ouais, carrément. ce qui peut être intéressant de... Super intéressant parce que qu'est-ce qui a changé, toi, depuis ton premier SaaS Ouais, qui a fonctionné au ouais, deuxième, ouais. troisième? Qu'est-ce que tu as changé en fait par rapport à ton approche, comme tu disais? Eh bien, en fait, on fait beaucoup moins les choses de manière instinctive, mais beaucoup plus poussé par des métriques, des avis. Alors qu'au départ, on avait fait l'étude de marché, on savait un peu, mais tu vois, on était beaucoup moins dans ce Hmm. truc où on attend que les utilisateurs nous demandent des trucs, on va moins chercher ce que les utilisateurs veulent, on fait plus sur nous, on s'était planifié une roadmap, on fait plus la première fois on a fait notre roadmap et c'est tout. Là, on fait différemment parce que on sort d'abord, en fait, on attire d'abord les utilisateurs avant même de sortir le SaaS avec une extension gratuite qui nous permet de faire un office de lead magnet, en fait, que les gens, comme ça, ils interagissent déjà avec nous, ils installent quelque chose qui est à nous, ils utilisent déjà notre outil et donc notre nom, il est dans leur tête, ils utilisent notre outil. En fait, comme ça, il y a tellement de valeur, en fait, dans le truc qu'on leur donne gratuitement Ok, que les gens, ils sont là en mode, mais sortez le SaaS, je l'achète. ok. Et donc, vu qu'ils voient que ce qu'on donne gratuitement, c'est ouf, ils disent, mais ce que tu vas Ce que donner je vais devoir payer, en ça va être payant, ça va encore être encore mieux, quoi. beaucoup mieux au niveau retour sur investissement. Ok. Et ça, c'est une stratégie qu'on n'avait pas du tout mis en place. Même là, on a créé une landing page où les gens, ils peuvent se préinscrire avant, qu'on n'avait pas du tout fait à l'époque. Hmm. On va faire le building Tu récupères public. juste l'email et le nom. Ouais, c'est ça. Ok, où tu fais un prépaiement. Non, là, c'est Ok. juste email, non, pour l'instant. Comme ça, chaque fois qu'on fait des matchs et tout, on envoie un flow de mail comme ça. Et puis, on a déjà un premier point de contact. Et aussi, on va faire le building public de la landing page en building public, justement, sûrement pour déjà commencer à engager le Ok. truc. Donc, ça peut être intéressant. T'as des métriques un peu, genre combien d'utilisateurs, en combien de temps, ça a commencé quand ce Ouais. SaaS-là en particulier? Est-ce que tu peux en dire plus sur ce SaaS ou... Mhm. Du coup, ça, c'est TrendTrack. C'est un SaaS qui est fait pour aider les e-commerçants à Mhm. mieux traquer leurs compétiteurs, voir un état global du marché beaucoup plus rapidement que de switcher entre plusieurs outils. Parce qu'actuellement, ils peuvent le faire, mais il faut aller chercher les données là, les croiser avec les données d'ici, les recroiser avec celles-là. C'est un peu relou. Donc, nous, on a tout globalisé et que tu sois pas obligé d'avoir un fichier Excel pour trier tes données, machin. Et l'idée, c'était de créer l'extension donc pour avoir ses premiers utilisateurs. Et nous, ce qu'on voulait, c'était donc là, on a commencé à build le SaaS début octobre. Ouais, donc ça fait 3 mois, 3 mois et demi. Il est encore en construction parce que c'est un SaaS qui est assez compliqué à créer. Plus compliqué que prévu, même tu me Ouais, disais. plus compliqué que prévu.
Et c'est pour ça que on voulait pas rester sans rien faire en attendant. Et donc c'est pour ça que ça a pris plus de temps, parce que du coup, on s'est mis à faire l'extension en parallèle. Donc ça a un peu retardé le SaaS, parce que forcément, si je développe l'extension, je peux pas développer le SaaS en même temps. Mais c'est un mal pour un bien, parce que comme ça, on n'est pas sans rien pendant qu'on fait le SaaS. En fait, les gens, ils ont déjà notre truc, on a déjà des feedbacks. Et en fait, les gens qui utilisent l'extension, et ben aussi, ils nous donnent des idées de ce qu'ils voudraient avoir sur le SaaS. Donc nous, ça nous valide déjà des idées de ce qui pourrait être bien de faire sur le SaaS. Donc au fur et à mesure, on rajoute les idées des utilisateurs. Et on voulait donc 1000 utilisateurs sur l'extension à la sortie. Et là, j'ai regardé hier, on est quasiment à 3000. Et les 1000 utilisateurs, on les a fait en 5 jours. Donc ça allait très vite. Et là, ouais, on était à 2950 hier. Donc là, on est bientôt à 3000, c'est cool. L'idée maintenant, c'est d'arriver à 5000 finalement pour le lancement. Et donc comme ça promet un beau T'as lancement. une idée de à peu près la fourchette de prix que va devoir payer un utilisateur pour commencer à utiliser ça, ce Le payant? prix minimum, je sais, j'ai plus les pricing en tête, mais panier moyen à 60 € à peu près. Ok, ouais, donc si t'as déjà 5000... Non, après, les 5000, ils oui, vont sur pas les 5000, convertir. t'en auras Même si, 10% peut-être qui vont payer. ouais, voilà. Ok. Même si t'en as 500, 10%, 500 ouais, déjà, ok, voilà. à 60 balles, c'est déjà pas mal. Prendre KMRR direct, c'est ça? Ouais. Ouais, ok. Donc, c'est l'idée de la stratégie extension gratuite, quoi. C'est que tu peux un peu mieux te projeter C'est ton lead magnet, Ouais, c'est ça. ils testent ton produit, ils sont contents du Et en fait, résultat en gratuit. Et... l'idée avec ça, c'était que, en fait, il y a des gens qui vont installer l'extension, soit parce qu'ils ont vu quelqu'un en parler, soit tomber dessus. Et l'idée, c'est que, parce qu'en fait, il y a déjà des influenceurs, tu vois, dans les commerces qui font des vidéos sur YouTube et qui, quand ils font leurs vidéos, ils ouvrent des extensions et tout. Et l'idée, c'est que ces gens-là, ils aient notre extension d'installer. Et donc, on a mis un gros trend track en haut. Avant, on avait juste mis le logo, mais là, on a mis le nom. Comme ça, les gens, quand ils voient que c'est ouvert, ils voient direct c'est quoi le nom. Et comme ça fait un peu de Ouais, la promo indirecte, quoi. ouais, carrément. Donc, Ah, c'est pas bête. c'est un peu la Un stratégie. signe distinctif Ouais, c'est ça. qui amène les gens de manière organique. C'est vraiment pas bête. Ok. Donc, voilà un Et peu les changements qu'on va... du coup, combien de devs? Un, toi? Ouais, c'est le moment. Ok. Combien d'autres personnes travaillent avec toi sur le projet? 2 autres personnes, only marketing. Ok. Il y en a un qui est only marketing et l'autre, il est plus sur la stratégie affiliation, marketing, mais aussi, il est aussi sur le produit avec moi, sur le côté, vu que c'est un e-commerçant, il sait vraiment ce qui fonctionne pour eux, et donc plus sur la côté utilisation et les features à mettre en priorité, c'est quoi la bonne interface qu'on devrait faire un peu, comment ça devrait être un peu affiché, tu vois, En gros, la méta globale de ouais, c'est comment ça. ça s'utilise Mmh. un site e-commerce Ça. et comment le paramétrer. Lui, en fait, moi, je le fais un peu aussi, mais lui, il va checker vraiment tous les outils qui sont sur le marché, et voir ce qui est bien là, ce qui est pas bien là, et on va voir ensemble après comment on peut, nous, améliorer ce qui existe. Ok. Trop bien. Et du coup, en quoi SendShort, ton premier SaaS, Ouais. t'a aidé pour les deux autres SaaS sur lesquels tu travailles là? Est-ce que tu as vu une différence avant-après? Ou alors c'est Ouais. SendShort tout seul, les réseaux, les deux? Est-ce que tu peux me donner un peu plus d'insight Déjà, niveau là-dessus? code, ça m'a, vu que quand j'ai commencé SendShort, je savais pas coder, donc ouais, forcément, là-dessus, ça va beaucoup plus vite, quoi. Je suis beaucoup Ok. plus confiant dans ce que je fais, et voilà, donc, si quelqu'un est, et puis même, en fait, des fois, je parlais avec des gens, ils sont développeurs, mais pas dans les SaaS, tu vois, tu peux être développeur dans plein de trucs, tu vois, autre que SaaS. Et t'as plein de petites spécificités au SaaS que tu connais pas forcément quand t'es développeur à côté. Et donc les mecs, même s'ils ont plusieurs années d'expérience dans autre chose que du SaaS, et t'as des réflexes que t'as pas forcément. Comme je te parlais hier, par exemple, ils avaient mis les buckets en full ou le vert, tu vois, Ouais. mais parce que en Niveau fait, sécurité, ouais, voilà, mais c'est pas leur domaine de base. Tu vois, par exemple, il y en avait un, c'était un dev blockchain, et voilà, donc quand t'as pas l'habitude, tu peux pas forcément Ouais. savoir. Donc après les années Je d'expérience, ça va pense même t'aider que ça va au-delà du fait que ce soit des gens qui soient habitués ou pas au SaaS. Parce qu'en fait, dans le SaaS, effectivement, tu as des choses comme est-ce que tu fais une app en multi-tenant, Ouais, single voilà, tenant, niveau ouais, c'est en vrai. fait, c'est plus de l'architecture Hum. pour prévoir un scale et aussi de la sécurité C'est vrai. suivant ce que tu fais. C'est ça. Donc après, je trouve que tu vois, genre moi, j'en ai pas fait énormément des SaaS. Par contre, j'ai fait énormément d'applis Ouais. pour des clients type startup, etc., qui auraient pu s'apparenter à du SaaS. Mais c'est quand même ces réflexes-là, tu vois. Hum. Donc je pense que ça dépend vraiment sur quoi tu as développé. Ouais, c'est vrai. Et c'est sûr que si tu as toujours été sur une seule tâche et pas transverse dans une entreprise, il y a de grandes chances que tu te foires si tu lances une app de A à Z. Et là où Ouais. toi, tu es obligé
de réfléchir de full stack, quoi. Ouais. Parce qu'il y a aussi une partie market building public que tu gères toi. Mm. Tu vois, genre, il n'y a pas que les gars qui sont dédiés au market dans ton équipe qui font du market pour ton app. Donc ça, c'est aussi un sujet qui est souvent sous-coté par les devs. Ouais, en fait, en plus de faire ça, de montrer en fait ce que je faisais quand je faisais le dev, ça m'a permis d'avoir des retours, même des gens qui étaient pas ma cible. En fait, ils m'ont dit, ah bah là tu devrais faire ça, là tu devrais faire ça. Et des fois, je me suis dit, ah ouais, putain, j'avais pas pensé. Et si j'avais pas posté ce que je faisais, j'aurais jamais su que j'aurais pu améliorer la chose de telle ou telle façon, quoi. Ouais. Et donc, des fois, ça m'a aidé juste d'en parler. Et que ça soit d'autres devs en fait qui m'aident parce que souvent c'est comme ça sur les tu vois les gens ce que j'aime bien dans la commu dev c'est que les gens ils sont assez bienveillants quand même et que dès que tu as besoin d'aide tu peux aller demander à quelqu'un souvent il va te répondre et même des fois les gens ils vont t'aider gratos sur Twitter t'as tellement de mecs qui postent des trucs et tout full value tout le temps et et dès que tu fais un post ils vont venir t'aider et tout ouais franchement et si tu le fais pas je trouve que tu te prives d'une aide assez disponible. Ça pourrait être sympa de faire un lead magnet pour les mecs qui veulent faire du SaaS où t'as que des noms de tweetos. tous les mecs à les DM pour avoir de l'aide. tous les mecs à suivre et tout. Ça, tu fais un post comme ça sur LinkedIn, voilà, les 100 gars. 100 gars à suivre. C'est vrai, c'est vrai. RT, je t'envoie la liste. Mais ok, c'est super intéressant. Je savais pas que sur Twitter, il y avait autant de gens. Ouais, bah moi je fais beaucoup plus de building public sur Twitter que sur LinkedIn. Okay. Sur LinkedIn, je reste assez. De toute façon, sur Twitter, c'est plus adapté, je trouve. Ouais, mais en fait, sur Twitter, c'est plus en mode cahier de brouillon. Tu sais, dès que je pense à un truc, bam, je l'envoie comme ça. Et c'est ça que les gens ils aiment bien aussi, c'est que tu partages un peu toutes tes idées sans forcément y mettre les formes. Alors que sur LinkedIn, faut faire un post qui est un peu beau, quoi. Sur Twitter, tu fais des fautes dans le post, c'est pas grave, quoi. Ouais. Enfin, c'est pas bête là ce que tu dis le brouillon. Ouais. Je sais plus qui faisait ça mais son Twitter c'était le feed c'était que des idées qu'il avait et en fait plutôt que d'écrire dans Notes. Ah oui, ouais, j'avais vu un gars comme ça dans Twitter et ça avait explosé pour lui, tu vois. Je me rappelle plus qui avait fait ça. Moi non plus. Je pense que c'est un bon pattern. Moi ça te force à publier tous les jours et à être visible. Donc ça déjà bon voilà niveau dev c'est ce qui est ressorti le plus de mon côté. Et après aussi, côté marketing, quand on est commencé Sendshort, on a un peu fait ça au feeling. On n'avait pas vraiment de stratégie de base. On a un peu fait avec ce qu'on entendait ici et là. Alors que là, on sait déjà de telle étape à telle étape, on fait ça. De telle étape à telle étape, on fait ça. Et ainsi de suite. Et tant qu'on n'a pas validé le jalon, on push sur la stratégie en cours avant de passer à la stratégie suivante. Et ça, c'est quand on a fait Sendshort, on a un peu fait tout en même temps, un peu d'affiliation, SEO, on a testé des ads, alors qu'on testait des ads, mais on n'avait même pas, tu vois, c'était dans le vent, quoi, parce que les ads, faut vraiment les faire une fois que t'as déjà. Une fois que t'as testé, validé ton idée, ton produit, que t'as une audience, enfin pas forcément une audience, mais que tu sais que ça a été validé au moins ton marché. Voilà, c'est ça. Là, t'as un levier de ouf. Et du coup, on a cramé pas mal d'argent pour rien. Ah ouais, beaucoup. Non, ça va. Sur les ads, on n'a pas trop mis, mais tu vois, des fois, on a essayé de faire des placements d'influx. Là, ouais, on a claqué de la thune pour pas grand chose. Ok. Et puis, quand tu fais des placements sur YouTube, ça va très vite. Ah ouais? Ah ouais. Ça chiffre. Ça chiffre très vite. Parce que quand tu dis ces placements, c'est genre sponsorship. Ouais. Ok. Donc ça veut dire que tu contactes un influenceur et tu lui dis, je te paye pour. Ça, on voulait sponsoriser des podcasts, vu que c'était dans notre niche. Combien une idée? Moi, par exemple, je peux dire un chiffre. Hein, on m'a payé 1500 balles pour faire ça. En gros, là, c'était 2500, je crois. Ok, 2500. Ok. Et moi, j'avais une audience de 500 personnes quand on m'a payé. Donc, Et pour te dire, on était en concurrence avec NordVPN, genre sur le gars, pour savoir qui allait l'avoir, quoi. Et le mec, il nous a choisi nous parce que il dit, voilà, je préfère aider si ça peut aider, machin. Mais au final, ça peut être du tout rentable. Ouais. Mais bon, c'était quand même une expérience. Tu vois, c'était sympa d'apprendre à faire ça et avoir le truc, quoi. Donc, ça, et aussi côté tracking global dans l'app. En fait, quand on a fait Sendshort, on a mis très peu de tracking, tu vois. On a mis du temps avant de traquer les choses. Et du coup, on faisait un peu tout à l'aveugle. Alors que là, l'idée, c'est plus de faire du data-driven développement plutôt que du feeling-driven. Ouais, feeling-driven développement, ça marche pas, ça. Mais,
ça peut marcher, il y en a beaucoup qui arrivent à fonctionner comme ça, mais c'est pas optimal. Non, ouais, voilà. Et du coup, ça c'est intéressant parce que toi tu utilises quoi? Moi j'utilise Postog pour faire ce genre de choses. Postog, Ouais, Hotjar Hotjar aussi. et qu'est-ce qu'il y a d'autres trucs? Plausible aussi pour ton site, ta landing ou alors un équivalent. Plausible, non, mais Google Analytics. Google Analytics, ok. Euh, Du coup, tu fais des c'est événements pour- pour chacun des. Tu traques tout quoi. Genre, t'as une L'idée, strat derrière. l'idée, c'est de voir où est-ce que ça bloque dans le funnel qu'on a voulu créer. Mhm. Tu mets des événements sur la personne qui arrive sur le site, Ok. quand Du elle coup, signe up, tu quand elle vois fait en fait l'onboarding. à quelle étape Ouais, il c'est s'est ça. arrêté. C'est ça. Ok. Et l'idée, c'est de voir, bah, là où tu perds le plus de personnes, c'est-à-dire que c'est là où c'est mal optimisé, quoi. Ok. Et donc, bah, faut essayer d'améliorer ce point-là. J'ai pas encore trop utilisé leur feature d'A/B test. Ça peut être, je pense, que ça peut être pas mal d'essayer d'utiliser ça pour voir, bah, qu'est-ce qui réagit le mieux. Euh, où est-ce que l'utilisateur il réagit le mieux sur l'affichage A ou sur l'affichage B. Hmm. Je pense que ça peut être intéressant d'essayer. Mais ouais, Ça c'est bien globalement, quand t'as beaucoup de volume en plus. Là, tu commences à en avoir en plus, hein, ouais, donc ouais, c'est ouais, ça peut c'est pas être, mal. ouais, c'est intéressant. Parce que tu disais là 3000 utilisateurs pour le moment, c'est des gens qui ont une utilisation quotidienne de. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ok. Ouais, on voit quand tu mets bah d'ailleurs, c'était la première fois que je faisais une extension, donc c'était marrant à faire aussi. T'as utilisé quoi? Excuse-moi, juste avant. J'ai utilisé un framework qui s'appelle WXT. C'est du React? Ouais, c'est du React. Ok. WXT? Ouais. Ok. Et c'est Pourquoi pas ça? mal parce qu'il a beaucoup de trucs built-in pour faire. Et j'étais tombé sur un boilerplate d'extension sur GitHub, tu vois. Je me suis dit, allez, vas-y, c'est bon, ça me fait Genre pas chier. pop-up. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Ok. Et le mec, il avait déjà set up tout un truc pour mettre la translation avec INTL. Ouais. Ouais. Ok. Non, je sais plus comment ça s'appelle ce Je sais truc-là. plus le nom, mais oui, je vois ce que tu veux dire. L'internationalisation, quoi. Voilà, ça. Il y avait plein de trucs pour si tu voulais faire une pop-up, si tu voulais faire un truc qui slide sur le côté. Je me suis dit, bon, vas-y, c'est déjà du code de fait en moins, Ouais. on va pas faire. Et puis, De toute façon, faut pas se rendre. c'était déjà en full TS et tout, donc il y avait ChatSend dedans. Je me suis dit, c'est bon. Ok. Bah, je mettrai le lien Ouais. dans la description. C'est vrai que ça peut être intéressant. Et ce qui est marrant, c'est que tu peux, je pense, en fait, moi, quand j'avais commencé à regarder les extensions, je pensais vraiment que tu devais faire ça en mode HTML, JavaScript, CSS. Et là, quand j'ai vu que tu pouvais mettre ChatSend dans ton extension, tu vois, je me suis dit, bon, vas-y, Ouais, c'est stylé. c'est marrant, quoi. Comme Mais ça, j'ai mis le même thème que sur le SaaS. Et puis, c'est trop bien. Bah, franchement, ça me donne envie de regarder parce que j'ai regardé plusieurs aussi frameworks pour faire ah oui. ça. Et t'as vu Parce que lequel, toi? j'ai envie de faire en fait une extension pour LinkedIn et Ah oui. aider les gens à améliorer leur prospection et leurs réponses. Mais je savais pas lequel était le Ah oui. plus optimal ou le mieux, tu vois. Donc c'est Après, cool j'en ai que pas tu testé d'autres, donc je peux pas dire si Ok, les autres mais ils si sont déjà bons ou pas. lui, tu trouves bien Ah et ouais. tout, ça peut être déjà une bonne piste. Et Et donc après, là, il y a des trucs un peu galères dans les extensions, tu vois, il y a des trucs, faut injecter des scripts et tout dans les pages, c'est un peu chiant, ça. ouais, t'es obligé. Et en fait, du coup, ce que je voulais dire, c'était que, donc, sur le Chrome Store, tu vois en direct, combien d'utilisateurs installent, désinstallent, utilisent l'application, Donc quotidiennement. tu as les stats sur le Chrome Store directement, C'est ça, qui ouais. sont embarqués dans le. Ouais, c'est ça. Ok. Bah, par exemple, je sais il y a 200 personnes qui ont désinstallé l'application. 200 Ouais. sur les. Ça va, c'est un petit. Bah, du coup, s'ils n'avaient pas installé, on sera plus de 3000 déjà. Ok. Mais du coup, enfin, au niveau du volume, 200, t'es Oui. quand même à moins de. T'as 8-7% à peu près Ouais, sur c'est ça. De les. churn sur l'extension. Ça va. Ouais, ça va. Après, sachant que vu que, bon, je sais, c'est 200 global, j'ai pas regardé à quel moment c'était exactement. Tu vois, est-ce que c'est après qu'on ait mis des nouvelles features ou Ok. faudrait que je regarde. Ça aurait pu être intéressant Ouais, c'est d'avoir vrai. cette data-là. Ah ouais, Ok. j'ai pas regardé. Ok. Et donc, qui c'est qui s'occupe d'analyser les stats, c'est toi? Ou alors tu les donnes Pour à quelqu'un d'autre aussi. l'instant, c'est moi parce qu'on n'a pas de grosses, vu qu'on n'a pas sorti le SaaS, on n'a pas encore les stats sur le SaaS. Mais après, mes associés, ils ont toute la partie dashboard admin où il y a toutes les stats qui ressortent. Et là, après, comme ça, on peut prendre eux, ils peuvent savoir, bah, si, niveau market, ça va, s'il y a des trucs à changer dans le SaaS, si, voilà. Ok. Bon, bah, super cool ça. Et donc pour en revenir à qu'est-ce que un dev doit se faire Ouais. comme idée quand il veut lancer un SaaS. Ok. Parce qu'il y a SaaS et micro SaaS. Déjà, est-ce que tu peux Ouais. expliquer ce que c'est la différence? Et Micro SaaS, pour moi, ça serait plus un SaaS qui est axé vraiment autour d'une feature et pas plus, quoi. Genre, le truc, il est là, tu payes pour avoir accès à la feature en particulier. c'est une feature Et au maximum, quoi. ouais, pour moi, ça serait plutôt ça. Alors qu'un SaaS, c'est vraiment un regroupement de plusieurs choses, vraiment complet, où euh, C'est plus une app t'as, au final que ouais, c'est une app et une bonne même, feature. je dirais même, tu peux aller jusqu'à faire un écosystème avec.
avec ton SaaS, mais aussi, bah, tu vois, par exemple, nous, là, on est en train de créer ce écosystème avec SaaS, extension, etc. Mais du coup, ça rentre vraiment dans le SaaS, dans la globalité. Alors que MicroSaaS, ouais, tu vas faire un truc pour une Ça aurait feature. pu être que l'extension et Voilà, que par sur exemple, typiquement, une tu fais une fonctionnalité. extension payante, voilà, MicroSaaS, quoi. Ok. Et, et donc ça, bah, c'est Hormozy qui en parlait. Et en fait, et même j'avais vu Yanis qui en parlait dans une vidéo, dans une de ses vidéos. Il disait que les gens, tu vois, ils vont préférer faire un micro SaaS, voir si ça marche. Si ça marche pas, ils en refont un autre, ils en refont un autre, ils en refont un autre, au lieu d'essayer de faire un micro SaaS et de créer l'écosystème autour pour, au final, au bout d'un moment, bah, que ça fasse un big truc et qu'empende en Donc fait en sur fait, ce que c'est tu. ça, que chacun des Voilà, éléments de l'écosystème ouais, peut c'est ça. servir à un autre. Parce qu'à chaque fois que tu refais un micro SaaS, tu repars de zéro. En fait, si tu refais pas dans la même niche, bah tout ce que tu as fait là, ça sert plus Ouais. à rien. Et Et en donc, fait, tu es dans un défocus extrême. ouais, c'est ça. Et pour moi, c'est pas forcément une bonne chose parce que déjà, quand tu vois comment c'est compliqué d'arriver à en faire un Ouais. business qui fonctionne sur un élément, donc quand on a deux en parallèle, trois en parallèle, tu fais juste chuter à mort Ouais. ton. T'es Bah, obligé de puis, splitter ton funnel. Donc c'est 3 fois moins déjà, efficace, 2 fois moins efficace. et en plus, du coup, tu splits ton attention sur, au lieu d'essayer d'aller vraiment comprendre qui est ta cible, qui est ton marché, qui est ce que tu vas aller chercher, bah, au final, tout ce temps-là que tu dois passer vraiment à comprendre ta cible, pour savoir, bah, comment bien mettre ton SaaS, et bah, là, si t'en fais plusieurs, t'auras jamais le temps de bien comprendre ça. Et bah, si tu comprends pas ça, t'as beaucoup plus de chances que ça fonctionne pas. Ouais, clairement. Ok. Et donc, pour toi, faisable ou pas faisable de faire un SaaS qui fonctionne 1 heure par jour en side project? Par contre, il y a un chat, il arrête pas de miauler, là, c'est insupportable. Ah oui, là. Ouais. On a ça la nuit aussi, donc c'est pas mal. Pour moi, pas faisable. À moins d'être vraiment l'ovni des SaaS, pour moi, pas faisable du tout. Parce que, bah, en fait, en 1 heure par jour, je pense que, déjà, si t'es tout seul, tu peux juste te focus sur le dev et rien d'autre. Oui, alors qu'en fait, Et, le ouais. full stack, c'est pas que se focus sur la tech, Ouais. c'est surtout, ça c'est, je pense, la plus petite partie en fait de. Pour moi, le dev, ça représente, en fait, dans la réussite d'un SaaS, le dev, ça représente 35-40% Ouais, c'est ça. En fait, de tout. il y a la différence entre le dev représente dans la réussite d'un SaaS Ouais. tant de pourcents et Dans le le temps. dev en temps de conception représente tant de pourcents sur le Ouais. projet. Ouais, ça, parce qu'en fait, du coup, t'as l'impression que, vu que le dev, c'est ce qui prend le plus de temps, bah, c'est le plus important, mais en fait, malheureusement, non. En fait, ouais, c'est ça. Euh, C'est intéressant ce que tu dis. C'est pas forcément ce qui va te prendre le plus de temps qui est le plus important, enfin ouais, le plus important pour ton ouais, business et qui va te rapporter le plus. ouais, c'est ça. Et bah, après, quand tu sais pas, tu penses que c'est le dev le plus important, que si ton SaaS, tu vois, il tourne pas comme aux petits oignons, c'est ça qui va faire que ça marche pas. Mais même Peter Levels, là, le plus grand indie hacker, mec, c'est ça, il y a plein de bugs dessus, tu vois. Surtout Il y a un qu'il se mec, fait pas il y chier, a un il se mec met qui une a page fait un HTML avec. thread de tous les bugs qu'il y a sur son SaaS. Typiquement, son SaaS de génération d'images. Quand tu génères des images, des fois, tu as des images qui ne génèrent pas. Tu faut créer des dossiers, ça marche pas. Mais tu vois, les gens s'en foutent parce qu'en fait, il y a 90%, 95% des trucs qui marchent bien. Le mec, tu vois, c'est pas ça qui va faire en sorte que Ah, le SaaS va percer ou pas, quoi. c'est ça. En fait, si t'as une killer feature, les mecs ils ont Ouais, rien c'est à ça. foutre en fait. Ouais. C'est ça. Et c'est un peu, en fait, tous ceux bah, parce que souvent, quand tu fais un SaaS, en fait, c'est même plus difficile, je dirais, c'est même plus difficile de faire un SaaS quand t'es tech que quand t'es pas tech. Ah ouais. Parce que quand t'es tech, tu vas vouloir tout optimiser, tu vas vouloir faire déjà, bah, typiquement, la dernière fois, j'ai des mecs en call, ils me disent, ah, tu penses, le SaaS, c'est pas lancé. Ils ont pas d'utilisateur. Ouais, tu penses qu'on devrait faire Kubernetes et tout, Ouais, non. je dis, les gars, mettez ça sur Vercel. Ça suffira très bien pour jusqu'à que vous ayez assez pour embaucher un mec qui va faire Kubernetes à votre place. Ah, c'est clair. Tu vois, tu sais, les gens en fait, quand t'es tech, tu veux tellement faire le truc bien parfait, tu sais, ça peut absorber une charge de zinzin, et alors que Et en t'auras plus, jamais. déjà que t'auras jamais, et en plus dans les faits, bah, vu que tu l'as pas testé, tu sais pas en plus. Donc en fait, Ouais, des voilà. fois tu fais des trucs Ouais, c'est ça. over-engineered qui au final, bah, c'est mal fait. Donc ça sert à rien, tu vois. Ça, c'est pour Ouais, mieux y aller par étapes et se dire, ok, bah aujourd'hui, ce truc-là dans mon business, c'est un bottleneck. C'est quelque chose qui c'est ça. m'empêche d'aller plus loin ou de faire plus de revenus. Bah là, je passe du temps à le.
je vais passer du temps à le corriger. Mais ça sert à rien d'anticiper tout. Il y a des petites choses qui sont Ouais, importantes. c'est ça. Et justement, ça, c'est les bonnes problématiques. En fait, vaut mieux. Bon, des fois, j'ai aussi le problème, tu vois, d'essayer d'overpenser des trucs et tout. Des fois, je me dis, vas-y, balèque, mec, je fais et je verrai plus tard, tu vois, quand j'aurai le problème, bah là, ça sera le moment de le résoudre. Des fois, ça sert à rien de trop anticiper les problèmes, parce qu'en final, tu perds plus de temps à chercher une solution qui peut-être le problème n'arrivera jamais. Donc, Ou la fonctionnalité n'est pas assez utilisée. Et donc, en fait, c'est pour ça que les gars qui sont pas tech, en fait, ils ont cet avantage de pas se poser ces questions-là. Tu fais, et avec un peu les moyens du bord que voilà, tu trouves, ce que ChatGPT te dit de faire, et même si c'est pas la façon la plus opti, et bah après, une fois que tu tombes sur le problème, bah c'est là que tu le règles. Mais C'est comme tu m'avais parlé du load balancer que tu avais fait ouais, voilà. des maisons. Il est toujours en place. Hein. Tu vois, genre, Je l'ai jamais changé ce truc. t'as un truc qui Ouais. te ramène 20 km/h avec un truc fait avec du scotch, quoi. Enfin, t'as pas besoin d'avoir fait plus de trucs. Pour le truc, je savais pas comment configurer à load balancer, et j'avais des limitations sur la charge que pouvait avoir chaque serveur. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis toutes les URL des serveurs sur lesquels je pouvais taper. J'ai mis ça dans un tableau et je faisais un random sur le tableau comme ça. Le balancer maison. Oh putain. Et mec, j'ai jamais changé ce truc. Et maintenant, est-ce que tu sais utiliser un load balancer? Je sais comment ça marche, mais Ouais, tu l'as jamais utilisé. ça m'a. En fait, au final, quand j'arrive sur l'interface pour configurer, je me dis, vas-y, flemme. Ouais. Et je le fais pas. Pourquoi se faire chier? Non, mais bon, tu vois, genre, ça marche. Et c'est moins cher, du coup. Oui. C'est moins cher, oui. Optimisation de temps et de coût. C'est clair. Non, mais ouais, à partir du moment où tu vas droit au but dans le timing, et en fait, c'est souvent ça qui fait foirer tous les projets, hein, pas forcément que des SaaS. C'est le temps entre le moment où tu as eu envie de faire une chose et tu mets l'exécution. Bah, en fait, c'est cette métrique-là qui est vraiment importante. En combien de temps tu es capable de sortir un truc et de tester ton produit? Tu vois, autant tu vas mettre 2 fois plus de temps à faire un truc un peu plus quali, mais pour autant, tu auras perdu, par exemple, si tu mets une semaine en faisant le truc un peu crado, versus 2 semaines ou 3 semaines en étant propre, bah, ça fait 2 semaines où t'as pas montré ton produit et que t'as pas testé si ça avait vraiment un intérêt, tu vois. Et donc, en fait, le temps, je trouve que c'est vraiment une métrique que tu peux pas te permettre de perdre. Alors, le temps, ouais, alors ça, c'est sûr qu'il faut aller le plus vite possible sur le marché, mais en même temps, tu vois, t'es pas une semaine près non plus sur le. Oui, j'imagine le truc. Ouais. Mais en fait, c'est juste que si tu rajoutes ça sur toutes les features, oui. tu vois, en fait, Voilà, cumulé, ouais. tu te dis, bah, cette feature-là, ça va me prendre une semaine au lieu d'un jour, et que tu fais ça sur 10 features, bah, laisse tomber ton projet, teste, quoi. Prends une putain de carte bleue, vois si ça intéresse déjà ton prospect, quoi. Et du coup, bah, pour revenir au 1 heure par jour, bah, c'est là que tu te rends compte que il y a tellement de trucs à gérer en termes de, bah, t'as le support, t'as le SaaS à créer, t'as le support, t'as le marketing, t'as tout ce qui est bah, si tu veux faire bien les choses, analyser tout ton funnel, analyser les différentes statistiques que t'as, voilà, analyser pourquoi ça churn, contacter tes utilisateurs, j'oublie sûrement des trucs, essayer de réfléchir le marketing, en vrai, ça englobe pas mal de trucs, parce que ça dépend de tes stratégies, mais si tu fais du SEO, faut réfléchir à ton contenu. Si tu fais de l'affiliation, faut chercher les mecs avec qui tu veux t'affilier. Si tu fais des ads, faut réfléchir à tes créas. Enfin, bref, tout ça, en 1 heure par jour, c'est un peu short, quoi. Non, c'est pas possible. Et donc déjà, alors, du coup, la réponse c'est pas impossible de lancer un SaaS en SaaS business. C'est plutôt conseillé de le faire plutôt que de tout leave et lancer son SaaS oui, à côté. Mais bah, si tu t'engages dans le truc de faire un SaaS, faut avoir en tête faut plus passer 4 heures par jour minimum que 1 heure, quoi. En plus de ton taf, quoi. Donc, ouais, clairement. C'est ce que t'as fait, de toute façon. Ouais, mais moi, j'étais à genre 6 heures par jour, tu vois, à côté de mon taf. Ouais, genre tu rentrais, c'était jusqu'à minuit tous les jours. Je rentrais jusqu'à même 2 heures du mat, 3 heures des fois. Ouais. Je dormais 5 heures. Et t'es obligé, en fait. T'as perdu des points de vie, tu penses? Est-ce que t'as fait ça pendant 1 an? Ouais, j'ai fait ça pendant 1 an, mais je pense que... Pas de repos, pas de... Ouais, non, je pense que ça va.
ça va. Sur la globalité, ça va. Bon, t'as dû perdre juste 5 ans, quoi, de ta vie. Ouais, En ouais. termes de... C'est vrai. Non, mais en fait, si tu veux, si t'as un peu d'ambition et que tu veux faire un truc, si t'as pour objectif de faire un truc qui fonctionne, t'es obligé de passer par cette étape-là. Tu peux pas te dire, je vais faire un SaaS en mode à la cool. On me dit que ça, c'est revenu passif. Ouais, bah, mon gars, avant que ça soit du revenu passif, Ouais, il va se passer 4 ans, quoi, de taf intensif. Ouais, et Donc, après, putain, après, t'as toutes les problématiques de comment tu délègues bien aussi. parce les que choses. même, ouais, voilà. Parce qu'en fait, même tu vois, là, bah, nous, on a vendu Salesforce parce que c'était une étape où il aurait fallu qu'on soit full time pour pouvoir le scale encore plus. Et on pouvait pas parce que chacun avait ses obligations à côté. Et donc, tu vois, là, même au bout d'un an, c'était loin d'être un revenu passif, hein. C'était encore Ouais, du t'étais obligé d'être tout le 6 temps heures par dessus. jour. Ouais, Ouais. t'étais tout le temps dessus. Donc, non, là, Ouais, c'est une hérésie, je pense, de penser que SaaS égale revenu passif, sachant qu'en plus, le SaaS, c'est le pire business qui existe, enfin, le pire modèle de business qui existe pour faire du passif et même fonctionner, faire rentrer suffisamment d'argent pour en vivre, quoi. ouais. Pour moi, c'est le plus dur. Pourquoi? C'est le plus facile de vendre de la prestat de service en mode agence et Ah oui. déléguer ça. Ah oui, d'accord, et le en plus, pire dans ce tu sens-là. as un ticket d'entrée qui est beaucoup plus élevé, donc en fait, tu te fais plus de marge. Ouais. Là où en fait, sur un SaaS, tu es obligé de faire du volume. Le but du Oui. SaaS, c'est quoi? C'est de vendre pas cher à une fonctionnalité killer sur un domaine at scale et donc avec les coûts bas. Tu vois, genre, bah, plus tu fais du volume, plus tu réduis tes coûts. Mais Ouais. dans ce cas-là, tu as la partie audience acquisition qui est beaucoup plus hardcore aussi, tu vois. Marco, Après, il fait un SaaS demain, ça marchera forcément, tu vois. Après, t'as toujours la partie, tu peux faire du SaaS high ticket avec des abos à 300, Oui, 400, il y a ça 500, aussi, ouais. Mais tu as aussi le je niveau pense d'exigence sur je le. pense que le premier SaaS que tu fais, tu peux pas le faire comme ça déjà. Parce que, bah, je sais, en fait, déjà, souvent, c'est des plans custom, des choses comme ça, tu vas vendre à des entreprises, des acteurs qui ont de l'argent. Et si c'est la première fois que tu développes un SaaS, je pense pas que tu vas te diriger vers ce genre de choses. Hmm. Après, ouais, comme tu dis, c'est difficile parce que, bah, faut faire du volume. Et le volume, bah, ça vient pas en 3 jours, quoi. Ça vient pas en 3 jours. Donc, Et en plus, c'est souvent un truc qui se travaille en amont avant de commencer le projet. Donc en fait, c'est même ce qu'on conseille généralement, c'est de déjà avoir une audience potentielle dans ce milieu-là, c'est plus facile. ouais. Après, la définition de revenu passif sur le SaaS, moi, je la verrais plus en mode, c'est vraiment un business qui te permet, où les revenus sont décorrélés du temps que tu y passes Ouais. au fur et à mesure que tu travailles C'est dessus. plus facile de le faire en micro SaaS. De quoi? Ça serait plus facile de le faire en micro SaaS. De quoi? Bah, le revenu passif. Tu vois, genre qu'une oui. feature Ah, simple ouais. ou alors un truc en paiement one shot Ouais. ou recurring mais low ticket sur une seule fonctionnalité où tu sais que t'as pas besoin de faire trop de maintien, tu vois. Ouais, c'est ça. Un truc, oui, très simple où tu le codes une fois, le truc il va plus bouger, puis ouais, ça c'est. Du coup là, effectivement, tu peux parler de revenus passifs parce que bah, au fur et à mesure que tu vas faire ton SEO dessus, le truc il va grossir et là les gens ils vont tomber dessus et oui, tu vas pouvoir rentrer un peu d'argent tout ça. Mais c'est quand même des cas comme la marge, c'est pas la généralité. Ouais, parce que même il y a tellement de mecs qui lancent des micro SaaS et la le niche marché est est inondé de micro SaaS quoi. Donc maintenant, faut avoir les bonnes stratégies pour s'en sortir. Et maintenant, étant donné que c'est de plus en plus simple de coder avec l'IA, bah, tu vois, les micro SaaS, vu que c'est le truc le plus simple à faire, bah, la porte d'entrée pour y arriver, elle est plus faible aussi. Et donc, c'est ouvert à plus de gens, donc plus de concurrence. Donc, c'est ça aussi qu'il faut se dire quand tu veux lancer des petits trucs, que, bah, possiblement, c'est plus compliqué aussi niveau concurrence. À moins que tu aies vraiment trouvé le besoin que personne n'a pensé. Et là, t'as un edge sur les gens. Mais souvent, micro SaaS, mec, n'importe quel truc. Là, par exemple, là, le truc de dictée, la vocale qu'on a sur le Mac, là, tu vois, ça, c'est un micro SaaS, par exemple. Parce que le mec, il te vend un outil qui te permet de dicter et ça écrit avec de l'IA à ta place. Ouais, Du coup, il y en a combien, mec, sur le marché de ces trucs-là, tu vois? Ouais, déjà, il y en a plein. Et après, il y en a pas beaucoup qui sont bien aussi. Ouais, voilà aussi. Mais, bah après là, du coup, ça joue à coup de marketing, quoi. Celui qui fait le mieux parce que la feature en soi, c'est tous la même. T'installes la tool qui te fait installer un modèle d'IA et tu parles et ça écrit. Exactement. Par contre, ça, c'est trop stylé. Et après, bah, c'est à celui qui arrivera à mieux se démarquer, à avoir le meilleur copy sur sa landing page, à
être placé par les meilleurs influx, etc. Là, le Better Dictation, quand il s'est fait placer par Micode bon, je pense que c'était même pas fait exprès, mais quand il s'est fait placer par Micode dans sa vidéo, bah, je pense que le mec, il a dû prendre un bon paquet de pognon, quoi, à ce moment-là. Clairement. En plus, j'aimais bien Better Dictation, mais je trouve que, Ouais. tu vois, genre, là, typiquement, j'arrive plus à le faire marcher sur mon Mac, quoi. Ça fait très longtemps que j'ai pas, faudrait que je réessaye, là. Et là, j'utilise Mac Whisper, j'ai zéro problème. Et en plus, vu que je fais des podcasts, que je fais du transcript de vidéos, etc., bah là, avec Mac Whisper, je peux le faire. Et vraiment trop stylé, cette app. Faudrait que je te montre. Ah ouais, Mais, ouais, ouais, je vais regarder après. mais en tout cas, ça m'a donné des idées même pour le prochain SaaS que j'aimerais Ok. construire Ah, tu vas en faire un? pour l'accompagnement. Mais Ah oui, quand je l'aurai déjà scale un ok. peu plus et que je serai plus en mode autopilote, je vais faire sur YouTube, je pense, du building public sur Ok. ce que je vais faire. Ah, cool. En fait, je veux faire en fait, dans mon écosystème, comme tu disais, des outils qui répondent aux besoins de mes coachés, en fait, qui me payent cher Ah oui. aujourd'hui pour arriver à leurs résultats. Je veux leur simplifier la vie et leur donner accès à des outils qui sont normalement payants pour d'autres personnes qui ne sont pas dans mon écosystème, mais qui sont inclus pour ceux Ah, qui ont donc ce ça qu'on appelle augmente la encore la mécénité. valeur du. Ouais. Ah ouais, ça c'est pas mal ça. Augmenter la valeur perçue de mon offre Ouais, c'est pas mal. et éviter aussi sur les modèles où je vais avoir du mensuel que les personnes décident du jour au lendemain d'arrêter. Ouais, parce qu'en fait, Ouais. l'idée c'est d'essayer de les enfermer avec toi. S'ils sont sur le SaaS, tu vois qu'ils ont toutes leurs données sur ton SaaS, Ouais. bah ça les fait chier d'arrêter parce qu'après ils sont obligés de tout refaire dans un autre et donc ça C'est ouais ça. c'est. Bah, surtout que pour les devs, tu vois, genre sur la partie prospection, création de contenu, idéation, sourcing, aide à la rédaction de messages, commentaires, réponses aux DM, faire du closing par texte dans le chat de LinkedIn. Tu as plein de trucs en fait qui pourraient leur faciliter la vie pour vendre leurs produits, vendre leurs Ouais. skills en mission. Et qu'en fait tu pourrais faire, tu vois, genre soit avec un modèle en local et tu fais une espèce d'app sur Mac ou sur Windows, ou alors tu fais une extension avec un tunnel pour ton modèle en local, ou alors tu mets les clés API d'un cloud provider. Du coup, tu laisses la possibilité aux gens d'utiliser ce qu'ils veulent comme modèle, mais pour autant être beaucoup plus guidé dans toutes leurs actions du quotidien. Ça, tu pourrais foutre un abonnement mensuel sur ça, mais les gens qui sont par exemple dans l'accompagnement ou ma formation auraient ça gratuitement. Ouais. Et sur le prochain modèle que je vais faire, où j'aurai un abonnement mensuel sur un de mes schools, ça permettra de forcer les gens à garder cet abonnement-là parce qu'ils se diront j'aurai à la fois le contenu de l'information qui va continuer à grossir, mais aussi les différents outils Qui vont sortir. qui sont cool en fait et que j'ai besoin d'utiliser au quotidien. Ouais. Plutôt que d'arrêter de payer la mensualité de sa formation, je vais juste prendre les outils à part, mais ça me coûtera pareil ou voire plus cher. Ouais. Tu vois. Ah, c'est vrai, ça c'est bonne idée. Et en fait, quand tu commences l'idée pour réduire le churn, c'est vraiment essayer d'enfermer le gars que s'il arrête, ça le fasse chier en fait d'arrêter parce qu'il perd un truc. Et Ouais, souvent les fonctionnalités qui voilà. perdent en fait. Putain. Non mais même les données. voilà, surtout les données parce que par exemple, tu vois, typiquement, tu prends un abonnement de ChatGPT, tu l'arrêtes demain, il y a pas grand-chose, tu vois, l'historique des chats, qui a déjà regardé l'historique d'un chat, tu vois, personne. Par contre, tu fais une app typiquement, tu fais un frame IO où tu fais vraiment toutes tes versions de vidéos dessus. Bah, t'arrêtes l'abonnement, ça te fait chier parce que tu perds toutes tes anciennes vidéos que t'as fait dessus, tu perds les commentaires que t'as mis, tu perds donc ça t'incite un peu à continuer quoi. Bah, c'est comme Buffer typiquement ou Gécosocial, ces genres d'outils pour planifier tes posts, Typefully. Ok, il y a des fonctionnalités que je trouve intéressantes sur certains outils, mais comme je suis sur Buffer et que j'ai fait tout sur Buffer et que pour faire du repurposing, bah, c'est chiant de repasser sur un autre outil parce que je perds tout l'historique de mes publications, bah je vais pas le faire. C'est la data qui me contraint, tu vois. Ouais, c'est ça. Et je pense en plus maintenant, tu vois, tu as des strats avec l'IA là et que c'est de plus en plus simple à intégrer. Tu peux faire encore plus de personnalisation par rapport aux données que ton utilisateur il a sur ton SaaS. Je pense que dans tout type de SaaS, tu peux faire des expériences un peu plus personnalisées par rapport à ce qu'il a. Et plus il va faire d'actions sur ton SaaS, plus bah toi tu vas pouvoir personnaliser les réponses ou j'en sais rien ou ce qui va lui être affiché. Et du coup, plus c'est intéressant pour lui de rester parce que bah plus il met de données, plus le SaaS est intéressant pour lui. Et nous là, tu vois, c'est ce qu'on met un peu en place, pas encore avec de l'IA, mais typiquement le mec il va pouvoir suivre les marques qu'il veut. Et il va avoir tout l'historique en fait à partir du moment où il l'a suivi, de qu'est-ce qu'a fait le mec, quel type de mail il fait, quel ads il lance, ce qui marche le mieux pour lui. Et donc c'est à dire que si le jour où il arrête de prendre l'abonnement, il sait plus en fait, il a plus toutes ces données sur ce que ses concurrents ils font quoi. Et donc une fois que le mec il est dedans,
ça Bah, fait s'il veut chier continuer de à faire ouais, gros voilà, son business, il va ouais, garder, c'est ça. quoi. Ça, c'est les meilleurs SaaS, généralement. C'est quand tu as un outil qui t'aide à faire Ouais, plus de revenus, ouais, mais que en plus, tu peux plus partir vraiment ouais, parce qu'en fait, tu perdrais de l'argent à le ouais, faire. ça. Donc, je pense que quand tu fais un SaaS, il faut essayer de penser à comment je fais pour que mon utilisateur, ça le fasse chier de partir. Hmm. Là, Pour, si tu réfléchis comme ça, tu vas forcément lui donner de l'over, enfin, tu vas ouais, c'est ça. forcément over-délivrer sur de la valeur pour lui et il va difficilement vouloir Mhm. partir. Ouais, Mhm. c'est vraiment pas bête comme approche. En fait, on voit que peu importe la strat que tu fais dans n'importe quel business, c'est souvent ça en fait. Ouais, Tu attires avec du contenu gratuit, tellement ouais. bon que le mec il a envie de payer. Mhm. Et une fois qu'il a payé, c'est tellement avantageux pour son Ouais. business que c'est douloureux pour lui d'arrêter ou de Mhm. changer d'outil. Ouais. Ouais, si on pouvait résumer à la stratégie globale, c'est ça. Ouais, non, mais c'est cool, hein. C'est bien. Moi, c'est ce que j'essaie de faire aussi au travers de la formation, de l'accompagnement et même des outils que je vais construire. C'est je raisonne en écosystème, comme tu me disais. C'est Mhm. beaucoup plus puissant de raisonner comme ça. Mhm. Parce qu'en plus, déjà, tu connais hyper bien ta niche. Tu construis une audience, bah, du coup, tu bénéficies des intérêts composés, des Mhm. audiences en Ouais, fait, au oui, fur et à ouais, mesure en que tu as plus. créé et de la visibilité de chacun des produits. Mhm. Ouais, et puis Et c'est comme Apple, tu vois, t'achètes un appareil, ça va. T'en achètes deux, c'est bon, c'est mort, tu peux plus partir parce que les deux ils sont connectés et t'as la flemme de perdre la connexion surtout entre que, les deux. bah, tu vois, genre, Et tu regardes avec Melvin, on a fait la vidéo, bah, il a l'iPad et l'iPhone ouais, branchés directement sur son Mac. Du coup, il a la caméra, le second écran avec, ouais, voilà. enfin, il y a un device qui a été connecté une fois au Wi-Fi. Il y a tous les autres devices après Mhm. qui peuvent récupérer Ah, les c'est trop accès. puissant. Tu gagnes du temps et Ouais. quand je retourne sur un Android, après, j'ai l'impression d'être un handicapé, quoi. Genre, je me dis putain les gars, c'est pas possible, quoi. Genre, Et l'idée, c'est d'essayer de reproduire ça avec ces SaaS, avec l'écosystème justement, c'est bah, que le gars, une fois qu'il prenne un truc, deux trucs, ah, tu l'as cerné, c'est bon, là, mais c'est ça. il peut plus partir après. Mais mais bon, ça, du coup, c'est après le lancement, tu vois. Ouais, Faut essayer carrément. d'avoir une vision long terme au début quand tu crées la chose. Mais c'est pas c'est pas le premier truc que tu vas mettre en place. Déjà, fais d'abord le SaaS, ensuite, essaye de mettre en place l'écosystème. Mais oui, faut pas déjà penser à l'écosystème que tu vas mettre en place avant de faire le SaaS, parce que sinon Non, tu fais rien, quoi. Au bout d'un non, moment, non, effectivement, tu as tu, raison. Tu commences déjà un truc, tu le ouais, fais. Et là, typiquement, l'écosystème que je suis en train de créer, je l'ai pas fait oui, d'avance. Tu vois. Je me suis focus ouais, sur c'est un ça. truc, j'ai vu que je faisais rentrer du cash. Bah maintenant, c'est comment délivrer un produit suffisamment bon pour que les gens veuillent continuer avec moi et d'autres viennent encore pour commencer à me dire, OK, qu'est-ce que je peux leur offrir de plus? Mhm. Et puis, en plus, le fait de faire le premier produit, ça va t'amener des problématiques de ton audience ou de ta niche. En fait, est-ce que Mm. eux-mêmes vont t'apporter? Donc, en fait, ça va te permettre de pas avoir à aller chercher comment faire cet écosystème. Justement, c'est sûrement les personnes que tu prends avec toi qui vont t'apporter les idées sur comment eux ce qu'ils ont besoin en fait. Et toi, tu vas te dire ok bah ce gars-là a ce besoin, ce gars-là a ce besoin. Bah, c'est comme ça que je vais former l'écosystème après quoi. Exactement. Ah, super, super intéressant tout ça. Et donc, quels seraient tes conseils pour, euh, pour finaliser cette vidéo sur qu'est-ce que toi tu referais différemment aujourd'hui si tu refaisais encore un autre SaaS? Ah, si j'en faisais un autre. Ouais, là avec l'expérience que tu as accumulée sur les trois Ouais. différents SaaS. Attends, je réfléchis. Un dev qui veut commencer, à la limite, on peut orienter la question. Il y a... Là, toi, tu as une audience quand même, mais après, elle Ouais, n'est pas forcément sur la niche du SaaS sur lequel tu travailles. ouais, non, pas du tout même. Mais du coup, toi, tu es quand même en train de travailler quelque chose sur la durée qui va potentiellement se transformer en business plus tard. Mais voilà, tu montres ce que tu fais. Ouais. Mais une personne qui n'a pas d'audience, tu lui conseilles de faire quoi? C'est directement de se focus sur un projet ou se focus sur création d'une audience et En building fait, public? alors moi ce que je lui conseille, c'est soit créer l'audience sur le thème qu'elle veut faire en fait, sur quoi elle veut essayer de se lancer. Donc pour amener des gens, en fait, je sais pas moi, tu veux faire un SaaS dans le marketing, et ben en fait tu vas tu vas orienter ton compte sur le marketing et vraiment donner des tips marketing etc. pour donner envie aux gens de te suivre. Et tiens, exemple, je suis un mec sur YouTube qui donne des conseils sur comment s'améliorer sur YouTube et comment avoir un meilleur storytelling, comment faire de meilleurs hooks, tout. Et donc sa niche, c'est ça, c'est les gens
sa niche, c'est les personnes qui veulent s'améliorer sur YouTube. Mhm. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord fait sa chaîne YouTube. Il a montré qu'il savait faire des vidéos, parce qu'il fait plein de vues. Et ensuite, une fois qu'il avait la niche, il a créé son SaaS avec de l'IA pour t'améliorer ton script YouTube. Ok. Et donc là, tu vois, c'est hyper pertinent parce que le mec, depuis plusieurs mois, il se crée une niche sur 2 personnes qui veulent s'améliorer sur YouTube. Et là, il sort son SaaS sur comment t'améliorer sur YouTube. Donc là, c'est bon, il a compris le game, le gars. Donc soit ça, cette partie-là, ou alors deuxième, pour moi, t'es pas obligé d'avoir de l'audience dans la niche sur laquelle tu veux faire. Tu peux soit aller contacter des gens qui sont dans ta niche pour Faire du marketing d'influence. d'abord pour comprendre le besoin. Ok. Avant même de, parce qu'en fait l'audience, elle va te permettre de trouver le besoin, Ok. de trouver la problématique à laquelle tu veux répondre. Moi, ce que je trouve, c'est que tu crées l'audience pour trouver le problème. Ok. Tu disais un sens là. Ok. Du coup, en fait, parce que parce que on va recadrer. Un SaaS, tu le fais sur un problème, pas sur une idée. Tu fais un SaaS pour répondre à un problème existant à quelqu'un. Tu le fais pas sur une idée que toi tu vas avoir que cette personne sur un problème. Voilà. Les gens J'imagine. ont ce problème. Voilà, Donc, c'est différent. Donc, tu veux faire un SaaS sur un problème qu'ont les gens. Donc, soit tu construis ton audience et donc tu vois quel problème a cette audience. Et de là, tu peux créer ton SaaS. Tu as une idée, mais pour la valider, tu vas aller voir cette audience pour valider que c'est vraiment un problème que ces personnes-là. Donc, tu vas pas aller interviewer 2 personnes, tu vas aller en interviewer 30. Ok. Pour être sûr que tu te foires pas, que tu pars pas, voilà. Suffisamment de data pour dire que c'est bon. Okay. Si tu es dans cette partie-là, très bon livre que je viens de lire, ça s'appelle The Mom Test. Et mec, c'est un livre excellent pour t'apprendre à poser les bonnes questions en fait, parce que donc quand tu vas faire ça, tu vas aller poser des questions aux gens, savoir c'est quoi ce qui les intéresse. Et première erreur, tu vas leur dire j'ai eu cette idée, est-ce que c'est bien? Il faut pas dire ça. Bam, déjà tu rentres dans le mur. Et donc The Mom Test, pour ceux qui veulent aller plutôt sur cette optique-là, lisez-le, ça va vous apprendre à poser les bonnes questions. Comment dérouler un entretien, c'est vers quoi que tu dois amener la conversation et qu'est-ce que tu dois tirer des conversations. Mec, vraiment, tout le monde fait les erreurs de questions, quoi. Tu vas voir ta mère, tu lui dis j'ai cette idée, t'en penses quoi? Bon, voilà, déjà mauvaise idée. Déjà, aller voir des proches pour leur dire que tu travailles sur quelque chose, si elle est dans ta cible, ça va. Ouais, mais généralement, les gens ont peur de te dire ce qu'ils pensent. Oui, mais justement, en fait, l'idée du livre, il t'explique exactement comment faire pour que tu arrives à soutirer la vérité de ces même de tes proches là. Ah, ok. Ah ouais, ok, bon, c'est super bien alors. Troisième point, tu vas voir un influenceur de la niche et tu t'associes avec lui en fait parce que toi t'as pas l'audience pour promouvoir le truc et c'est lui en fait qui va s'occuper de la partie distribution. Donc ça c'est moi c'est ce que j'ai fait en fait quand pour Sendshort, c'est pas moi, c'est mon associé qui avait tout le réseau. Et même là pour TrendTrack, c'est lui qui a tout le réseau aussi e-commerce. Donc ça simplifie grandement le truc. En plus, si le mec est marketeur, bon, c'est encore plus simple. Pas besoin de s'en occuper. Mais ouais, ça c'est très fort. Et par exemple, tu vois, typiquement, il y a des mecs qui cherchent des développeurs. La dernière fois, j'avais Harddisk qui est venu demander, tu vois, dans mon Discord, s'il n'y avait pas un dev qui voulait bosser avec lui sur un tool qu'il voulait faire. Mec, tu sors un tool avec Harddisk, t'es quasiment sûr que ça va faire du chiffre, quoi. Le mec, il a 400 000 abonnés sur YouTube. Ouais, c'est clair. Si l'idée était dans sa niche, elle compense de ouf. Tu vois, genre des fois même l'idée, si elle est moyenne, ouais, c'est ça. Tu vois, parce qu'en fait, t'as plus de visibilité, donc t'as beaucoup plus de chances qu'il y ait des gens qui achètent quand même. Et voilà, pour moi un peu, ce serait ça les différentes. Pour se lancer, en fait, faut faire ça, quoi. Sinon, c'est compliqué. Okay. Après, tu vois, par exemple, il y a l'exemple Benjamin Code, on en parlait. Lui, il a fait le dev, il essaie de faire le marketing, il s'est rendu compte que le marketing c'est dur, qu'il n'y arrivait pas tout seul, et donc il a engagé quelqu'un avec lui pour faire le marketing, qui est full time sur le marketing et qui s'occupe que du marketing. Donc ça c'est la 4e méthode, si tu as de l'argent et que tu peux embaucher quelqu'un, quoi. Ouais, carrément. Ok, super intéressant. Donc là il y a 2 choses. Donc il y avait un outil dont on parlait, c'était pas un outil, c'était au début de la vidéo, je disais qu'on allait mettre un lien. Pour le boilerplate de l'extension.
Ouais, exactement. On va mettre ce lien-là en description et The Même Test. Même test, ouais. Ok. Dernière question pour clôturer tout ça. Est-ce que tu préfères avoir 5000 abonnés qualifiés ou 10 000 euros là tout de suite? Ah, 5000 abonnés qualifiés. Ouais, bon, très bien. Bon, allez, salut les gars. Ciao, merci Ciao. Joanne.